19h temps universel, merci infiniment de nous rester fidèles sur Chérifla TV pour l'essentiel de l'actualité nationale et internationale. Tout de suite, un nouveau flash d'informations que j'ai le plaisir de vous présenter et nous commençons par une triste nouvelle chez nous au Mali. Les forces armées maliennes, les FAMA, viennent encore de subir de lourdes pertes dans une embuscade dans le centre du pays. L'attaque du convoi de l'armée malienne a eu lieu ce mardi 2 mai dans la région de Ségou, entre les localités de Diabali et de Nampala au nord de Bamako. Un bilan provisoire fait état de 8 morts et d'au moins 4 blessés. Le convoi de l'armée malienne rentrait d'une mission. Les militaires avaient passé une nuit plutôt paisible à Diabali où ils avaient fait étape. Alors qu'ils reprenaient la route ce mardi pour le sud, un de leurs véhicules a sauté sur un engin explosif. Aussitôt, des hommes armés ont ouvert le feu. Les soldats ont riposté. Cette attaque intervient alors que des sources sécuritaires maliennes et régionales alertent depuis 2 mois sur la présence d'islamistes armés dans la forêt de Ouagadougou, à des dizaines de kilomètres du lieu de l'embuscade de ce mardi. Ils y auraient creusé des tranchées et mèneraient des entraînements. Voilà donc cette triste nouvelle dans ce journal. Retour à Bamako donc pour vous dire que le chef de l'État malien, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a approuvé le plan de campagne 2017-2018 lors d'une grande cérémonie officielle avec le monde agricole ainsi que plusieurs personnalités politiques du pays. Après avoir salué les résultats de la dernière campagne agricole, IBK a donné son cutus à un plan prévoyant une production céréalière de 9,8 millions de tonnes avec un budget global de 287,6 milliards de francs CFA. C'était à la faveur de la 7e session du Conseil supérieur de l'agriculture qu'il a présidé à Koulouba, en présence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, du ministre de l'Agriculture Dr Nango Dambélé, du ministre de l'Élevage et de la Pêche Mme Li Taher Dravé, de plusieurs membres du gouvernement, le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture du Mali, Bakari Togola, les responsables des directions techniques de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, les responsables des projets programmes Office étaient également présents à cette cérémonie. Dès l'entame de ses propos, le chef de l'État malien a fait observer une minute de silence à la mémoire des soldats tombés ce mardi 2 mai dans la région de Ségou, ainsi que de tous ceux qui sont morts pour défendre la chère patrie. Ibrahim Boubacar Keïta a ensuite apprécié les résultats de la campagne agricole 2016-2017 qui sont, a-t-il estimé, flatteurs à tout point de vue. Ainsi, il s'est réjoui d'apprendre que le Mali a produit 8,8 millions de tonnes de céréales, à toute spéculation confondue, contre une prévision de 8,7 millions de tonnes, soit un taux de réalisation de 100,6%. Le budget global de la campagne agricole 2017-2018 est arrêté à la somme de 287,6 milliards de francs CFA, dont 53,5 milliards destinés à l'acquisition des intrants agricoles, engrais, semences et 6,3 millions de francs CFA pour les équipements agricoles. Sur le montant total du budget, l'État doit débourser 153,6 milliards de francs, tandis que les producteurs s'acquitteront de 134,07 milliards de francs CFA. Voilà donc des performances qui donnent de l'espoir pour un Mali autosuffisant, on va donc dire. Comme vous le savez tous, aujourd'hui, 3 mai 2017, c'est la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de revenir sur un élément dans lequel nous faisons la part belle aux journalistes, aux confrères de la presse audiovisuelle et de la presse écrite. Des journalistes qui, d'habitude, se trouvent derrière la caméra, à tendre leur micro, se trouvent aujourd'hui plutôt devant la caméra pour répondre à des questions. C'est un élément que nous rediffusons aujourd'hui. J'estime que ces comportements qui consistent à enlever les journalistes ou à les bâillonner par-ci par-là méritent d'être cessés. Il faut franchement que ces comportements cessent. Chacun fait son boulot. Les journalistes aussi, son boulot, c'est ça. Ils cherchent l'information. Et l'information que les journalistes cherchent est en rapport souvent avec les personnes. L'information est en rapport avec des individus. Et si l'intérêt de ces individus se trouve en cause, il va de soi que ces individus aussi cherchent à protéger leur intérêt. D'où ces comportements vis-à-vis des journalistes.
Mais dans une société ou dans un régime démocratique, donc on doit laisser les journalistes faire son boulot. Et je pense que si les journalistes font bien son boulot, ce n'est pas contre un régime, ce n'est pas contre un individu, mais c'est pour un changement de comportement et dans la société. Et c'est comme ça qu'on pourra bâtir une société démocratique et une société forte. Ouais, le 3 mai, c'est une journée effectivement importante pour le monde. Parce qu'on ne va pas dire pour la presse simplement, parce que la presse, c'est elle qui fait le monde. Et s'il y a un jour dédié à célébrer cette journée, on ne peut que s'en réjouir. Parce que sans liberté de presse, toutes les autres libertés deviennent des libertés qui n'ont pas beaucoup de sens, parce que le contenu, c'est vraiment de la liberté de presse, la liberté de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on pense et de transmettre aux autres ce que les autres pensent, parce que la presse est surtout cette courroie de transmission qui permet à l'ensemble des couches sociales de savoir, de donner des nouvelles les unes aux autres et de savoir ce que les autres pensent. Et donc, c'est véritablement cette courroie de transmission qui est saluée à travers cette journée, célébrée à travers cette journée, qui est là surtout, qui a été instituée surtout pour faire en sorte que la liberté de presse demeure une des libertés les plus fondamentales, parce que sans cela, toutes les autres libertés, comme je le disais, n'ont pas grand sens. L'état du Mali, le classement n'est pas illusoire. Quand on se réfère à notre classement le plus avancé, c'est le Mali devançait la France et juste après l'Angleterre. C'est vrai qu'on était à une bonne place. Aujourd'hui, notre classement n'est pas à hauteur de souhait, mais il faut souligner quand même le contexte dans lequel nous vivons. Il s'agit de la crise politico-militaire, la crise sécuritaire, la crise religieuse. Et cette grande crise-là comporte des risques pour la liberté de la presse. Et il y a aussi une dernière crise qui est assez grave, la crise du football malien. Et notre classement, je crois, qui est affecté par la crise au sein du football malien, qui a été marqué par les agressions des journalistes. C'est pourquoi aujourd'hui, on n'est pas là où on doit être. Sur notre manière globale, on peut la liberté de la presse se porte bien au Mali. Parce que si on fait le décompte, le Mali, c'est le premier pays en matière de radio. On est parmi les premiers en matière de journaux et certainement c'est aussi parmi les premiers en matière de télé. Il est à signaler que cette célébration s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de la liberté de la presse. La liberté de la presse au Mali est une réalité. Elle est une réalité tant par les textes qui régissent la presse que par le nombre des organes de presse, journaux, radio et télévision. Donc la liberté de la presse, qui est un des piliers essentiels de la démocratie, est une réalité au Mali. Les textes consacrés à cette liberté de la presse donnent vraiment une très grande liberté aux journalistes d'exercer leur profession. Et encore une fois de plus, c'est une réalité vivante au Mali. C'est vrai que la journée internationale de la presse est une journée consacrée à la liberté de la presse, une journée consacrée aux journalistes, une journée consacrée à l'exercice de la presse. Je pense que, je crois qu'on a suffisamment discuté de l'état de la presse lors de cette première journée. On a souligné ses mérites, c'est-à-dire que nous avons, grâce à la révolution de mars, grimpé rapidement en nombre et en qualité, mais que la progression n'est pas aussi bonne que nous l'avons souhaité. Et que, de toute façon, ça c'est déjà la nécessité pour les journalistes de reconnaître les insuffisances qui existent, de reconnaître les faiblesses qui existent dans l'exercice même de leur métier. Et le deuxième problème qu'il y a, c'est effectivement d'aller vers une presse de qualité qui réponde aux attentes du public. La liberté de la presse, c'est un élément important dans la consolidation de la démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans liberté de presse. Et la liberté de la presse est antinomique avec l'extrémisme. Parce que pour l'extrémisme, il n'y a pas d'autre choix. Vous devez obéir à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, à ce qu'il pense. Or, pour le journaliste, il y a une liberté de choix. Il y a plusieurs choix. Ce n'est pas parce que moi je veux ça que toi tu dois le faire forcément. Je dois te laisser le choix. Or, pour l'extrémisme, il n'y a pas de liberté de choix. C'est ce qu'il veut que ce soit appliqué. Donc, déjà, les journalistes ne peuvent pas
cohabiter avec l'extrémisme. Le journaliste doit tout faire pour que l'extrémisme ne puisse pas prospérer dans notre pays. Oui, au Mali, la situation, si elle n'est pas catastrophique, elle n'est pas des plus reluisantes. C'est pour ça que nous avons voulu ce thème, parce que la presse au Mali est au centre de beaucoup de convoitises, est au centre de beaucoup de tensions et de discussions. Donc voilà, la situation n'est pas des plus réjouissantes, même si elle n'est pas catastrophique. Voilà donc la semaine nationale de la liberté de la presse a bel et bien démarré depuis hier à la maison de la presse, et je vous rappelle que le thème de l'année dernière portait sur le rôle de la presse dans la lutte contre les extrémismes. Nous ouvrons à présent la page consacrée à la campagne présidentielle française. Au moment où je vous parle, les deux finalistes de l'élection de dimanche prochain devraient déjà se confronter pour un débat déterminant à 4 jours du second tour. En attendant de vous proposer des extraits dans nos prochaines éditions, nous revenons sur les préparatifs de ce face-à-face diffusé sur TF1 et France 2. Les débats d'entre-deux tours suivis ces 40 dernières années par 17 à 30 millions de téléspectateurs constituent toujours des moments forts de la campagne où, au-delà des projets, des personnalités apparaissent au grand jour. Marine Le Pen, désignée par un tirage au sort, vient à l'instant même d'ouvrir le duel. Le candidat du mouvement En Marche, favori des sondages, le conclura environ 2h20 plus tard. Les journalistes de France 2 et de TF1 laisseront la priorité à la confrontation entre les deux prétendants à l'Élysée, articulée autour de 12 thèmes tels que l'école, l'Europe, la sécurité, etc. Les sondages donnent Emmanuel Macron vainqueur le 7 mai avec 59 ou 60% des voix, mais il a perdu 1 à 5 points dans les sondages depuis le premier tour, face à une adversaire très offensive. Marine Le Pen a engagé le ralliement de Nicolas Dupont qui avait récolté 4,7% des voix au premier tour. Et ceci nous amène tout droit à l'essentiel de l'actualité africaine. C'est en bref et en images signé Moussa Fomba. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dakar n'a pas autorisé la liberté provisoire à Khalifa Sall et ses co-accusés. Leur séjour en prison est ainsi prolongé. Pour la défense, cette décision n'est pas surprenante. Le parquet a toujours affiché sa volonté de les priver de liberté. Pourquoi changerait-il d'avis maintenant, indique l'un des avocats du maire de Dakar. La prochaine étape pour les avocats de la défense serait la Cour suprême. M. Sall est accusé d'avoir détourné la somme de 2,7 millions d'euros en 2011 dans la caisse de sa commune. Membre influent du Parti socialiste, formation membre de la coalition au pouvoir, l'ancien ministre Khalifa Sall dirige la capitale sénégalaise depuis 2009. Il avait été le premier dirigeant africain à être reçu à l'Élysée par le président français François Hollande le 24 mai 2012. Le roi marocain Mohamed VI sera probablement le dernier chef d'État à l'être. À moins de 5 jours du second tour de la présidentielle française, le souverain marocain s'est rendu en France où il a rencontré ce 2 mai le chef de l'État français. Une visite privée. L'occasion a tout de même été saisie pour évoquer des questions relatives à la lutte contre le terrorisme et le réchauffement climatique, le Maroc ayant organisé en novembre 2016 la COP22 dans la continuité de l'accord de Paris conclu un an plus tôt. Depuis quelques mois, le roi Mohamed VI a lancé une offensive diplomatique qui l'a conduit dans plusieurs pays africains. Une opération de lobbying qui explique en outre la demande d'adhésion du royaume à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Au Nigeria, les autorités cherchent à rassurer sur l'état de santé du président qui n'a pas pu présider les 2 derniers conseils des ministres. Un porte-parole assure qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter pour Muhammadu Buhari, âgé de 74 ans. Mais 13 personnalités nigérianes, principalement des juristes et des défenseurs des droits de l'homme, ont rendu publique une lettre dans laquelle elles demandent au chef de l'État de prendre un congé médical immédiatement. Le chef de l'État est rentré début mars d'un séjour de 8 semaines à Londres où il a suivi des traitements pour une maladie non précisée. Son vice-président Yemi Osinbajo a assuré l'intérim pendant son absence conformément à la Constitution.
La Côte d'Ivoire abrite du 1er au 5 mai la 6e réunion des ministres de la Défense des pays membres de la communauté des États sahélo-sahariens, SINSAD. Les travaux d'experts ont débuté lundi 1er mai à Abidjan. Cette réunion se tient dans un contexte lié notamment au terrorisme qui menace la région. Parmi les dangers auxquels sont exposés les pays de l'espace sahélo-saharien figurent la criminalité transfrontalière et le terrorisme auquel se livrent les groupes radicaux tels que Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique et l'organisation État islamique. Au cours de cette réunion, les experts examineront les modalités juridiques et institutionnelles en vue de la création d'un centre de lutte contre le terrorisme et du Conseil de paix et de sécurité de la SINSAD. Voilà donc Moussa Fomba que vous retrouverez tout à l'heure à 21h pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale d'Amanakan. Excellente suite de programmes sur Chérifla TV et à très bientôt.